Donc, nous sommes à 1 minute près de notre début d'assemblée. Je demanderai aux gens de voir un moment de silence avant le début de notre assemblée délibérante. Merci. Donc, bienvenue à tous et à tous. Bienvenue aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent par la voie de la télévision. On sait que vous êtes nombreux. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Bouchard de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 8 mai à compter de 19 ans à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en A, ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 13 mars 2017 et en B, séance extraordinaire du 3 avril 2017. En D, règlement. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D2017-02 pour le 1048 boulevard Monseigneur de Laval, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D2017-03 pour le 770 boulevard Monseigneur de Laval, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D2017-04 pour le 255 chemin Cap-au-Corbeau Sud, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 7, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D2017-05 pour le 1065 boulevard Monseigneur de Laval, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 9, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D2017-06 pour le 10 et 12 rue Notre-Dame, suivi s'il y a lieu de son adoption. 11, consultation publique portant sur le projet de règlement R679-2017 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de réviser certaines dispositions du règlement. En 12, adoption du second projet de règlement R679-2017. En 13, consultation publique portant sur le projet de règlement R680-2017, ayant pour objet d'amender le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y ajouter un chapitre applicable à la zone C-137, secteur rue Sainte-Anne. Suivi en 14, l'adoption finale du règlement R680-2017. En 15, consultation publique portant sur le projet de règlement R681-2017, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de permettre l'usage de transport par hélicoptère dans la zone V-441, secteur Côte-Saint-Antoine. Suivi en 16, l'adoption du second projet de règlement R681-2017. En 17, consultation publique portant sur le projet de règlement R682-2017, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal de réviser les dispositions applicables aux carrières et sablières, ainsi qu'à leurs usages complémentaires, suivi en 17 de l'adoption du second projet de règlement portant le numéro R682-2017. Résolution d'administration et législation. 1. Nomination du maire suppléant. En 2. Université du troisième âge, location de la salle. En 3. Semaine de la municipalité du 4 au 10 juin. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire et culture. En 4. Demande de parrainage. Projet déposé au fonds de mise en valeur du territoire non organisé. En 5, demande de permis en zone PIA.
pour le 1339 boulevard Monsignor de Laval et en B pour le 15 montée Tourlognon. F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, tournoi de golf, saison 2017, délégation. En 2, club de judo, demande d'aide financière, championnat canadien. Suivi de la correspondance en G. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'avril. Suivi de la période d'intervention des membres du conseil. En G, questions du public et en K, levé ou ajournement de la séance. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour accepter l'ordre du jour. Je vais le proposer. Monsieur Godreau. Monsieur Simard. On va poursuivre avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 de mars 2017. Les gens en ont eu copie, donc est-ce que ça vous semble conforme? Ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, monsieur le maire. Madame Lamy. Je vais l'appuyer. Monsieur Goudreau. On poursuit avec le point 1B, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 avril 2017. Encore là, tous les conseillers et conseillères en ont eu une copie. Est-ce que ça vous semble conforme? Ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Je vais le proposer. Monsieur Simard. Je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Monsieur Perron. On poursuit avec consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure du D 2017-02 au 1048 boulevard Monseigneur de Laval. Il s'agit ici d'une dérogation mineure pour faisant en sorte d'autoriser une marge de recul de 0 mètre alors que le minimum prescrit est de 2 mètres. À noter que le CCU était favorable à la demande. Comme nous sommes en consultation publique, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur le sujet? Comme vous le voyez ici, on est à l'ancienne propriété de pièce d'auto BG qui s'appelle maintenant Bumper to Bumper. C'est tout à fait surprenant que le registre des entreprises ait accepté l'utilisation d'un nom essentiellement anglophone. C'est pas moi qui... On a, là-dessus, Monsieur le Président, permets-moi, on a vérifié avec la régie sur la langue française et c'est autorisé. C'est parce que c'est comme Walmart, c'est comme McDo, McDonald's, etc. Bon, je ne sais pas si c'est international, mais ça rentre dans la même catégorie là, de ces raisons sociales. Mais je vais vous ramener à la police. On veut intervenir, il y a un micro, donc je vais vous demander si vous voulez faire une intervention sur un sujet quelconque, d'aller au micro, de vous présenter, et à ce moment-là, on prendra votre intervention. Merci beaucoup. Donc, compte tenu que la consultation publique maintenant est terminée, on passerait à l'adoption de la dérogation mineure D 2017-02. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Monsieur Simard. Je vais le seconder. Monsieur Godreau. On poursuit avec consultation publique portant sur la dérogation mineure D 2017-03 au 770 boulevard Monseigneur de Laval. Il s'agit ici il y a 3 entrepôts sur les lieux, alors que le maximum prescrit est de 1. Donc, le CCU nous recommande, avec condition, d'accepter la demande, soit que le parement soit fait en bois et que la toiture soit en tôle. Donc, comme nous sommes en consultation publique, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur le sujet? Et ça, c'est en vertu du respect du règlement de l'article 318 et 319 sur notre règlement de zonage. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Sinon, je vais clore la consultation publique et demander un proposeur et un secondeur pour l'adoption de la dérogation mineure D 2017-03. Je vais le proposer, Monsieur le maire, mais je crois que c'est M. Gay, ça? Oui, c'est chez M. Mario Gay. Ouais. On voit que ça a besoin d'amour, hein? Je vais le proposer, Monsieur le Président. Monsieur Simard. Pour l'amour, je l'appuie. Secondé par Mme Lamy. Donc, c'est adopté unanimement.
Je vais poursuivre avec la consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D2017-04 au 255 Cap au Corbeau. Donc, il s'agit là d'autoriser une largeur de terrain de 11,64 mètres, alors que le minimum prescrit est de 50 mètres. Le CCU nous demande d'accorder unanimement. On sait qu'on est dans un secteur où les accès sont parfois difficiles, donc c'est parfois difficile de construire en ayant les normes prescrites. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont en lien ici avec... on est en consultation, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions ou qui ont des commentaires par rapport à la recommandation du CCU? Donc, je vais clore la période de consultation publique et demander si on a un proposeur et un secondeur pour l'adoption de la dérogation. Je vais proposer, M. le Président. Madame Lamy, Je vais le seconder. Monsieur Gaudreau. Est-ce qu'on peut ajouter, juste pour les gens là, qui s'étonneraient, c'est que vous voyez sur la carte, hein, le lot, c'est pour permettre l'accès à un deuxième lot. Et c'est le seul accès possible dans ce territoire-là, parce que, bien sûr, on est en dérogation ici, comme vous le constatez. Alors, c'est pour donner accès au deuxième lot, sinon, le deuxième lot n'est plus construisible s'il n'y a pas cet accès-là, puis on ne peut pas faire d'accès autrement dans ce secteur-là. Simplement pour que les gens comprennent. Là. Donc, ça fait... merci du complément d'information, Mme Lamy. On va poursuivre maintenant avec la consultation publique portant sur la dérogation mineure D2017-05 au 1065 boulevard Monseigneur de Laval. Il s'agit ici d'une demande pour autoriser une superficie de 659 mètres carrés alors que le maximum prescrit est de 100 mètres carrés. Le CCU suggère de reporter la demande pour que s'il y avait du développement dans ce secteur-là, qu'on propose ou qu'on amène un plan d'aménagement paysager. Donc, comme on a un avis de report, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour l'avis de report. Je vais le proposer. Mais comme je suis en consultation publique, je demanderai quand même aux gens qui sont intéressés de se faire entendre. Oui, c'est vrai. Donc, la consultation publique étant terminée, je demande aux conseillers, conseillères, s'il y a un proposeur et un secondeur pour demander le report de la recommandation. Je vais le proposer. Monsieur Goudreau. Monsieur Simard. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D2017-06 au 10-12 rue Notre-Dame. Il s'agit ici d'autoriser une marge de recul latérale de 1 mètre alors que le maximum est de 1,50 et autoriser une marge de recul latérale de 0,90 alors que le maximum est d'1 mètre. C'est recommandé par le CCU d'accorder. Ici, il s'agit bien sûr d'un vieux quartier. C'est surtout une régularisation d'une situation qui est déjà existante depuis nombre d'années, qui existe avant l'adoption de nos premiers règlements. Donc, je suis en consultation publique. S'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur le sujet, c'est le temps. Donc, comme personne ne veut s'exprimer, je vais clore la consultation publique et demander aux conseillers, conseillères, s'ils un proposeur et un secondeur pour l'adoption. Je vais le proposer. Monsieur Gaudreau. Je vais l'appuyer. Monsieur Goudreau. Consultation publique portant sur le numéro R679-2017. C'est le bill Omnibus. C'est ici, on est un règlement pour amender le règlement de zonage, pour réviser certaines dispositions du règlement de zonage. Il vise principalement, ce règlement-là, aux bandes riveraines, aux superficies des espaces industriels, au morcellement en bordure de la 138 et de la 362 principalement et quelques autres aspects qui sont plus mineurs. Donc, comme je suis en consultation publique, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur le bill omnibus portant sur ces différents... À noter que ce sont des petites coquilles à lesquelles on a fait
on les a mis en lien avec notre règlement existant. Donc, on avait peut-être fait des petits impairs qu'on règle en amenant ça directement, là. Donc, c'est tout simplement des règles en respect de notre réglementation qu'on a votée on a voté l'an passé. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont en lien, en consultation publique par rapport à ces éléments-là? Donc, s'il n'y a personne qui veut s'exprimer, je vais clore la consultation publique et demander aux conseillers et conseillères pour proposer l'adoption du règlement R 679-2017, le second projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Monsieur Goudreau. Monsieur Simard. On va poursuivre. Consultation publique portant sur le règlement R 680-2017, PIA, secteur industriel, rue Sainte-Anne. Il s'agit, vous le savez bien ici, de la zone 137. Il s'agit des entreprises Jacques Dufault. Je tiens à mentionner que ceux-ci, pour être inclus dans le PIA, ont été rencontrés et que ça satisfait à leur demande. Quelques éléments importants par lesquels le CCU demandait d'être vigilant. Il avait l'intégration à leur milieu de vie, l'encouragement à l'esthétisme, s'harmoniser avec leur secteur, qui était un peu important, et favoriser les aménagements paysagers d'usage pour faire en sorte qu'ils soient un peu plus discrets dans le milieu. Donc, comme nous sommes en consultation publique, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette demande? Bien sûr. Donc, comme il n'y a personne qui veut se faire entendre, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour adopter le second projet de règlement R 680-2017. Je vais le proposer. Monsieur Goudreau. Monsieur Simard. On va poursuivre, mais je vais lire le sujet. C'est consultation publique portant sur le règlement R 681-2017. Il s'agit d'ici de Élie Charlevoix, mais comme j'ai un lien particulier avec le vendeur du terrain, il faut que je quitte. Donc, M. Goudreau va prendre le relais à ma place. Bonne soirée. Consultation publique, second projet de règlement numéro 681-2017, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de permettre l'usage de transport par hélicoptère dans la zone V441, Côte-Saint-Antoine. Vous comprendrez ici que nous sommes en consultation publique. S'il y a des gens qui veulent se faire entendre, vous êtes le bienvenu. Essayez voir, M. Fizette. Fonctionne peut-être. Là. Non. Appuyez sur le dessus là, assez fortement. Quoi. Ça dépend du fatigue, c'est ça? Hein? La batterie est-tu morte? Non, je pense qu'il n'y a même pas d'interrupteur. Ah oui, M. Fizette. On fera pas ça. 1 ou 2. Oh! On prenait un greffier. Michel. Oui, M. Fizette. Spécialiste en son. Écoutez, quand il fut question à une des assemblées en rapport avec la consultation publique portant sur le projet là, d'héliport ou d'emplacement pour hélicoptère, je ne m'attendais pas à ce que ça soit fait là, dans une assemblée de même aussi rapidement, parce qu'il y a beaucoup à dire à ce niveau-là. Okay? Est-ce qu'il y a moyen de reporter cette période de consultation pour que nous puissions nous y préparer? Il y a beaucoup de choses qui concernent cette problématique-là, notamment toute la question des bruits, même si on pouvait déterminer la quantité de décibels que ça puisse se développer, il demeure pas moins que la machine n'a pas les compétences de l'être humain. Et on voit très bien en endocrinopsychologie la différence qu'il y a
et en plus l'intervention de la glande thyroïde pour raffiner l'interception des bruits, ce qu'une machine est incapable de faire. Là, il est question de rapprocher, ce que j'en comprends, ce serait de rapprocher ce transport, et même je comprends que ce serait par l'acquisition d'un terrain, donc on parle d'une chose plus permanente qu'autrement. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont rendus avec le ministère des Transports du Canada. Que je sache, ils n'ont pas encore entendu parler de la demande. Je voudrais, moi, quant à moi, qu'on puisse mieux s'y préparer. Et pas question ici de vouloir s'opposer inconsciemment là, à un projet d'une nature qui vient s'inscrire dans un climat de développement touristique. Alors, c'est une place qui est quand même intéressante d'avoir du haut des airs. Oui. Mais je voudrais savoir quelle en serait la fréquence, quelles seraient les périodes de ces tours d'hélicoptères. Est-ce que ça inclut la période hivernale? Est-ce que on sait qu'il y a le Club Med qui est pour s'en venir, si c'est pour être accepté. Alors, il va y avoir des clientèles très nombreuses qui souhaiteront voir le paysage de Baie-Saint-Paul, plus particulièrement. Alors, donc, on est susceptible de penser que ça puisse durer plus qu'une saison. Alors, non, moi, je vous demanderais qu'on puisse reporter cette consultation publique et puis qu'on puisse s'y préparer et puis qu'on puisse avoir l'opinion aussi de Transport Canada sur ce point. Et puis, en plus, quand on parle de cet emplacement-là, vous savez qu'il y a toute la question environnementale aussi. Est-ce qu'il y aura une vessie pour assurer le plein des hélicoptères? On parle d'un hélicoptère ici, que je sache, qui n'est pas l'équivalent d'un Bell 407 qui, lui, est muni qui peut être muni d'un assourdisseur de bruit. Et je crois que c'est des choses qui sont importantes parce que la qualité de vie inclut aussi le fait que nous ne soyons pas trop pollués par la notion bruit également. Alors, il y a l'intensité du bruit, mais il y a aussi la fréquence puis la durée. Alors ça a des impacts importants sur le développement de l'individu. Alors, ça peut créer des stress même assez sévères chez certaines personnes. Alors, ce n'est pas négligeable comme décision à prendre, comme consultation à faire non plus. OK. Votre requête est entendue. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, excusez. Puisque le promoteur est ici, est-ce que vous voudriez vous prévaloir de cette période pour donner des réponses à M. Fizette aussi? Absolument. OK. Oh, je m'excuse. Donc, Benoît Provencher, effectivement propriétaire d'Élie Charlevoix. Concernant le bruit, tout de suite, on peut... parce que moi, dans la démarche, par souci, effectivement, parce que je l'ai toujours eu, le souci du bruit, pour déranger le moins possible toute la population de Charlevoix en entier, on fait attention sur plein d'aspects pour ce qui concernant le bruit. Et dans ce souci-là, avant même que ce soit présenté, j'ai invité des conseillers, ainsi que M. le maire. Il y avait aussi M. Duquette qui était présent. Et on a fait les tests de bruit, justement. Parce que, moi, je n'étais pas inquiet de ça, compte tenu des distances par rapport aux habitations et tout ça, et l'emplacement du terrain qui finalement, il n'y a pas de voisins très, très près. Là. Effectivement, dans ce test-là de bruit, on s'est positionné. J'ai demandé à un de mes pilotes de venir et d'atterrir sur le terrain, de faire les tests qu'il fallait, là, finalement. On s'est positionné dans un premier temps dans la côte, dans le secteur là, anciennement des Baguettes, pour voir effectivement qu'est-ce qu'on entend comme bruit quand l'appareil s'en vient, fait son approche, atterrit sur le terrain et redécolle. Finalement, les gens qui étaient là peuvent en témoigner, on n'entend rien. On n'entend aucun bruit. On a fait aussi le test du côté du rang Saint-Antoine, parce que là aussi, il y avait une préoccupation. On s'est rendu du côté du rang Saint-Antoine et le résultat était le même. Là. On n'entendait pas, il fallait vraiment porter attention. Puis là, c'est parce qu'on avait l'hélicoptère en visuel que là, on portait attention et c'est à peine si on entendait quoi que ce soit.
Donc, concernant le bruit. Et nous aussi, dans cette préoccupation-là de ne pas faire de bruit, ou en tout cas le moins possible, ce qui est intéressant dans ce secteur-là, en tout cas sur le terrain sur lequel on parle... Des baguettes? Non, c'est-à-dire je reviens au terrain où là où on demande d'être positionné. Oui, OK. Excusez. C'est que finalement, derrière, là où on ferait les décollages et qu'on a le temps de prendre de l'altitude, c'est des champs. Il y a vraiment personne qui serait dérangé parce que justement, les approches, les atterrissages, tout ça se ferait au-dessus de ces champs-là. Et au décollage, en fait, nous permet de prendre de l'altitude rapidement pour après ça se rediriger peut-être vers le fleuve ou vers les montagnes, là, parce que c'est les deux champs d'attrait principaux. Puis aussi le fait que ces champs-là font en sorte que il y a un élément de sécurité. C'est-à-dire que on passe au-dessus de la tête de personne pour justement dans ces axes d'approche-là. Et à ça vient, je vais répondre aussi au niveau de Transport Canada. Moi, j'ai fait ma démarche auprès de Transport Canada, auprès d'un évaluateur en fait. Et compte tenu que je suis pas en zone bâtie et que c'est pas un héliport officiel, là. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut venir atterrir, c'est vraiment une base privée pour nos opérations à nous seulement. Effectivement, il n'y a pas d'autorisation particulière à demander au niveau de Transport Canada. Moi, par mon propre chef, je vais quand même faire la démarche pour effectivement les informer, mais là, je me disais, tant que c'est pas fait, que c'est pas officiel, je vais pas perdre le temps à qui que ce soit là-dedans. Là. Donc, mais comme je l'avais fait d'ailleurs au niveau du positionnement actuel là, au coin de Saint-Urbain, le 381 et le 138. Là non plus, j'avais pas de demande vraiment officielle à faire, sauf que j'avais avisé Transport Canada quel allait être nos axes d'approche, de décollage, tout ça, juste pour être by the book là, avec tout le monde puis faire les choses correctement. Donc, ce positionnement-là, effectivement, j'ai pas de demande à faire au préalable là, pour me positionner là et faire une opération de pour ce qui est de la fréquence, ou de vous demandiez les heures, effectivement, on fait que du vol de jour. Hein. De toute façon, on fait du vol touristique. Donc, c'est pas intéressant. Nous, les heures d'ouverture, en fait, on ouvre à 9h30, mais les vols commencent habituellement vers 10h. L'avant-midi. Parce que de toute façon, les gens, ils viennent pas vraiment, ne sont pas intéressés vraiment avant ça. Et en soirée, en fait, on termine l'été, parce que les journées sont plus longues. Oui. On va terminer plus vers 18h, 18h30. Mais encore là, notre heure de fermeture est à ce niveau-là, mais c'est plutôt vers 17h, 17h30 que les gens, les derniers viennent. Là. Donc, et puis après ça, en période d'hiver, je veux dire, c'est selon les heures de jour. Donc, moi, je suis quand même présent à 8h30 au poste d'accueil, mais généralement, les vols vont se faire plus vers 10h30, 11h, donc jusqu'à peu près 14h30, 15h, parce qu'il fait noir tôt là, en hiver. Concernant l'hiver également, effectivement, nous, on opère depuis toujours, depuis le début des Charlevoix, on opère 4 saisons. Mais par expérience, vous savez aussi qu'on ne voit pas beaucoup l'hélico voler en hiver. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'achalandage, il n'y a pas beaucoup de demandes. Là, ce qu'on a développé cette année, puis probablement que ça va se poursuivre, parce qu'effectivement, moi, je suis intéressé à développer l'hiver, mais là, ce qu'on a développé cette année et qui devrait avoir des suites, c'est qu'on est positionné au massif de Charlevoix. C'est ma façon, ou en tout cas en partenariat avec le massif, c'est la façon d'aller chercher justement un petit peu plus de clientèle. Donc là, l'opération se fait au massif. Donc, ici, il ne se passe rien. Là. C'est vraiment... Puis, dans le cas d'un potentiel Club Med, ça sera la même affaire. Je veux dire, ce qui va être intéressant, c'est d'être assez près de là où les activités vont se passer. Donc, c'est pas très inquiétant, d'autant plus qu'effectivement, la fréquence, c'est vraiment minime l'hiver. Et aussi, il faut comprendre aussi qu'à partir du moment où le moteur de l'hélico démarre, quand on est au sol, je veux dire, dans les 2 minutes, on est parti. Là. On ne fait pas tourner l'hélico pendant 15 minutes, une demi-heure, juste pour le plaisir de faire tourner l'hélico au sol, où là, on l'entend. Là, où ça peut faire un peu plus de bruit. Effectivement, si on démarre, on laisse réchauffer le moteur, ça prend 2 minutes, puis après ça, on est décollé. Et là, on l'entend, c'est pas très long, une fois qu'on a pris de l'altitude, qu'on n'entend plus l'hélico. Donc, c'est un autre des éléments importants dans l'affaire.
d'hiver. Voilà, j'ai-tu répondu à... Je pense que M. Fizette avait mentionné une question de pétrole, non? Oui. Ah ben oui, ben, ça effectivement, nous on est régi par des normes. Oui, il y a toujours... Non, nous on fonctionne avec des barils présentement. On a fonctionné comme ça. Et effectivement, il y a pas de... On fait ce qu'il faut pour que ce soit sécuritaire puis qu'il n'y ait pas de déversement. Les barils ne sont pas trimballés, en fait. Là, on n'a pas à déplacer quand on vient pour mettre du carburant. On a une pompe avec un tuyau. Fait que les barils, une fois qu'ils sont amenés là puis qu'ils sont scellés, sont vidés sur place sans qu'ils soient déplacés pour risquer un déversement ou quoi que ce soit. Là. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Potentiellement, peut-être qu'il y aura un réservoir qui sera... mais c'est même pas dans les plans pour l'instant parce que c'est quand même beaucoup de sous pour l'installation de ça. Donc là, le développement des Charlevoix, c'est étape par étape. Donc, ça viendra, mais à ce moment-là, effectivement, on sera toujours selon les normes de toute façon. On ne fera rien qui déroge de ça. C'est ma façon de fonctionner depuis le début. Et c'est comme ça que je veux poursuivre en tout temps, de toute façon. Okay. Excusez. Est-ce que M. Fizette, je pense que M. Fizette veut rajouter? Là. On prend 2 minutes, M. Fizette. Oui, après? Oui. Voilà le problème. Il est ouvert. Pour parler de cette dimension-là. Oui, il marche depuis tantôt. Oui. C'est beau? Oui. Bon. Voilà, c'est peu de temps pour discuter d'une chose que je considère très importante. Concernant les tests de bruit, probablement que vous avez relevé les décibels qui fournis par les hélicoptères à leur passage. Effectivement, quand c'est au sol, la période de refroidissement, la période de réchauffement, c'est sûr que c'est normal que ça fasse plus de bruit. Dans les airs, ça en fait moins, c'est évident. L'ajout au bruit routier n'est pas très élevé. J'ai déjà fait faire des analyses, tests sur le boulevard Sainte-Anne avec passage hélicoptère à turbine du type Bell 206, là, et puis qui fait son bruit parce qu'il y a quand même lieu aussi que 2 pales. Évidemment, la machine la plus intéressante pour ce genre d'activité-là, c'est des machines à 4 pales, mais ça, c'est sûr que c'est coûteux, passablement, là, comme acquisition. Là. C'est sûr aussi qu'il pourrait y avoir des exigences telles que, par exemple, pas plus bas que 3000 pieds d'altitude. C'est sûr qu'on pourrait demander à ce que les décollages et les atterrissages se fassent du côté nord-ouest, nord et sud-ouest. Pour éviter de passer au-dessus des résidences. C'est ce qu'il dit. C'est exactement ce qui a été dit, M. Fizette. Oui, c'est ça. Mais vous savez, là, monsieur, votre nom déjà? Provencher parlait d'une question à affaires versus via affaires. Oui. Ça se fait via affaires. Mais quand on est déjà installé, lui-même le dit, c'est porté à évoluer. On souhaite toujours pour une entreprise que ça prenne de l'ampleur. Alors, donc, une fois installé, bien, évidemment, ces choses-là sont comme un peu acquises. Alors, il ne faudrait pas que ça se fasse, là, dans le souci immédiat aussi, OK? Quant à la manipulation des barils, c'est sûr que tout ça, c'est scellé pour éviter les contaminations. Maintenant, il demeure pas moins que... il faut qu'il y ait quand même du transvidage, partir des barils et aller jusqu'à l'appareil. Il peut y arriver effectivement là, des incidents à ce niveau-là. Alors, M. Provencher parlait de l'organisation peut-être ultérieurement d'une vessie, d'un réservoir. Là. Évidemment, tout ça, ça serait en répondant aux normes de Transport Canada. Par ailleurs, je comprends que la nécessité d'avoir le permis de Transport Canada ne s'appliquerait pas dans ce projet-là, du moins dans le projet immédiat. Moi, personnellement, je serais d'avis à ce qu'on puisse reporter cette consultation-là afin d'aller chercher le plus d'informations possible là, pour permettre, d'une part, le bien-être des gens de la place, des gens de Baie-Saint-Paul, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Baie-Saint-Paul, c'est une grande vallée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'un petit haut-parleur au-dessus d'une boîte pour voir jusqu'à quel point ça amplifie les sons.
Alors, mais c'est sûr qu'à 3000 pieds d'altitude, ben là, on n'a pas la même problématique. C'est donc tout à voir, là, ce niveau-là. Évidemment, quand tout est installé, on peut passer du VFR au AFR aussi. Là, ça n'empêchera pas l'autre, bien que toute l'organisation là, des instruments de vol à... Oui? C'est correct. Ça va? M. Fiset. Oui. Alors, c'est sûr que c'est des installations qui sont coûteuses, mais c'est quand même accessible là, pour une entreprise qui fait commerce là-dedans. Là. Alors, est-ce qu'il est impensable de reporter au moins d'une semaine, une semaine ou deux, cette consultation-là, et puis que pour aller en consultation, il serait souhaitable de donner le maximum d'informations concernant une telle activité en termes d'impact négatif sur le secteur. Monsieur le Président, si vous permettez, je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais en poser une. Ça, on est au second projet, là. Ça veut dire qu'il a été... est-ce que vous vous rappelez, il a été présenté, Monsieur le greffier, à quel moment? Et c'est parce que ça a fait l'objet d'un avis public, ça. Et ça fait déjà combien de temps? Au moins 15 jours que le premier projet est paru. Oui. Donc, le temps de consultation, parce que c'est pour ça que je pose la question, m'assurer, il y a eu un temps de consultation déjà pour nous mener... Jours, ça. Oui, parce que ça a été publié dans les journaux. Ça m'a échappé, ça. Oui. En tout cas, c'est ça. C'est pour ça que je vérifiais. Okay. Puisque ce soir, on est au second projet. Exactement. Ça veut donc dire qu'il y a eu une première présentation. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que vous étiez là ce soir-là, pas pour ça, mais pour d'autres choses. Et donc, là, le temps a coulé. Il y a eu du temps pour, justement, consulter. Fait que ce soir, on en est là. Je ne réponds pas à votre question, mais je réponds sur le temps écoulé, là. Comme quoi, on est à la deuxième parole. Mais, au deuxième projet de... Ouais. Oui. Mais si j'étais là, le seul endroit où j'ai entendu parler du projet d'hélicoptère, c'est lors de la dernière assemblée régulière du Conseil. Là. C'est un mois. Oui, mais qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là? Quand j'ai posé la question, on m'a dit qu'on procéderait à une consultation publique. C'est tout ce que j'ai su à ce moment-là. Monsieur Fiset, ce que je vous dis, là, de toute façon, on ne s'obstinera pas là-dessus, là, c'est que ça a été déposé dans les journaux comme on doit le faire, et ça a été annoncé. Et puis dans ce temps-là, il y a du temps, puis il y a eu... Il n'y a pas eu de mémoire de déposer. Il n'y a pas eu rien de... Il y avait un appel à mémoire? Pas nécessairement, non, mais c'est toujours annoncé pour tous nos projets de règlement que s'il y a des gens qui ont des points à faire valoir, ils peuvent le faire, qui sont soumis. Là. D'abord, il y a eu la première présentation du projet. Donc là, ils pouvaient avoir déjà une consultation publique. Donc, ce que je comprends par votre intervention, étant donné que je suis en dehors de cette période de consultation-là, ou en dehors des délais, vous allez procéder Non, vous êtes dans les délais. Il suffit là, maintenant de voir au conseil, du côté du Conseil, il y a un projet qui a été soumis à la population sur lequel ils entendent des commentaires. C'est dans leur arbitraire de décider si oui ou non on reporte ou pas, à la lumière des questionnements que vous avez. Mais ce qu'il y a comme contenu au règlement, c'est pas là-dessus là, que vous posez des questions, c'est plus d'ordre informatif, là, que vous... c'est plus que d'ordre informatif, là. Je veux dire, c'est sûr que ce qui m'apparaît important, c'est de toucher tous les aspects qui impliquent la qualité de vie des citoyens. Parce qu'il demeure pas moins que c'est un ajout aux bruits environnementaux, là. Je comprends que les appareils qui dévoilent les décibels n'ont pas encore là, je vous le dis, la compétence de l'espèce humaine qui est capable de discriminer les sons, qui est capable d'amplifier des sons, ce que la machine est incapable de faire. Monsieur Fiset, il y a quand même une chose que, là, c'est moi là, qui parle. Oui. Je vais vous donner mon opinion. Oui. On a Élie Port et Élie Charlebois qui sont ici, installés à Baie-Saint-Paul depuis à Saint-Urbain, dans les limites de Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul, excusez. Là. Et puis, pour moi, je n'ai jamais entendu connaissance de plainte et de rien. C'est pas comme si
on arrivait du jour au lendemain devant une situation où il n'y a jamais eu d'hélicoptère. On devient, là, c'est quelque chose qui vient d'arriver tout beau, tout nouveau. On vit avec Élie Charlevoix depuis des années. Et 9 ans, merci de le spécifier. Et puis, tout ce qu'on parle ici, c'est de prendre Élie Charlevoix, qui est à Saint-Urbain, de l'amener à Baie-Saint-Paul. Et je ne verrais pas pourquoi il mènerait plus de bruit à Baie-Saint-Paul qu'il emmène à Saint-Urbain. Moi, je reçois tout ce que vous dites. Je le reçois. Que ce soit du vol à vue, que ce soit du vol aux instruments, je reçois tout ça. Mais mon opinion, là, je parle comme Luc Goudreau, conseiller municipal. Qu'est-ce qui fait qu'à Saint-Urbain, c'était toléré, puis qu'à Baie-Saint-Paul, on ne le tolérerait pas? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Remarquez bien, sans compter que j'aime bien cette machine-là. Là. Moi, ça me passe au-dessus de la tête à chaque fois qu'ils font des tours. Puis, j'ai toujours les yeux qui regardent l'appareil parce que je trouve ça intéressant. C'est un domaine qui m'a toujours hautement intéressé. Mais là, on parle d'une chose dont la fréquence peut augmenter. Je comprends votre point de vue. Elle aurait pu augmenter à Saint-Urbain, M. Fissette. Oui, tout à fait. Mais sauf que là, les atterrissages et les décollages se font en dehors des résidences. Beaucoup éloignés des résidences. Et de un. Et de deux, c'est en dehors d'une configuration géographique qui ne propage pas les sons. La meilleure période pour ici, pour éviter que les sons puissent déranger, c'est quand il y a des ascendances, un peu dans la période, comme on voit dans la période où ils ont des planeurs qui viennent à Baie-Saint-Paul. Mm-hmm. On entend les avions, mais c'est périodique. Si on avait ça à l'année, là, personne ne la trouverait drôle. Là, okay? Alors, il faut s'attendre aussi à ce que la fréquence augmente. Là, okay? Je ne veux pas m'opposer. Ce n'est pas la question de vouloir m'opposer. C'est juste la question de voir les choses au plus clair pour éviter de faire en sorte qu'on crée des malaises chez qui que ce soit. Je vous parlais à un moment donné qu'il pourrait y avoir des indications données à l'entreprise qui voudrait exploiter à cet endroit, comme par exemple, on a parlé des décollages, des atterrissages, on a parlé de la question de la manipulation des vessies, là, des vessies de fioul, là. Mais on met tout en question. Mais M. Fizat, ça fait 15 minutes qu'on entend. On est au second projet de règlement. Puis, loin de l'idée de vous couper et puis de brimer votre droit de parole. Ce que je vous propose, oui, si ça devait être mis, je pourrais vous arriver avec de la documentation qui vous démontre jusqu'à quel point il ne faut pas ignorer l'impact du bruit. Monsieur, mais on ne l'ignore pas, on ne l'a pas ignoré. Aussi en même temps, jusqu'à quel point on est capable de vivre avec une telle activité, mais pas dans n'importe quelle condition, mais de n'importe quelle manière. Alors, j'ai parlé avec Transport Canada. M. Provencher, vous pouvez parler à Mme Suzanne Provencher. OK? Vous devez connaître. Pas Merlot, pardon. Vous pouvez l'approcher parce que je sais qu'elle n'a pas été contactée. Alors, mais vous me confirmez parce que vous m'avez dit tout à l'heure. Est-ce que je peux... Ma discussion avec Mme Pomerleau était exploratoire. Là, okay? Okay. Vous me permettez, monsieur... Comprendrez qu'on est au second projet de règlement. Comme me dit M. Martin Bouchard, il y a eu des avis qui ont été publiés dans les journaux. Et puis là, je vais donner la parole aux membres du conseil. Oui, merci. Bonsoir, M. Fizette. Concernant le bruit, j'en faisais partie, moi, de l'analyse avec mon collègue, M. Goudreau, puis M. le maire, puis d'autres personnes qu'on a nommées tantôt. Premier arrêt qu'on a fait, c'est à la Baguette. Au Baguette, le restaurant, on a arrêté là, puis l'hélicoptère, sur téléphone, ils l'ont fait démarrer, puis on la cherchait, on n'a pas eu connaissance. À un moment donné, visuellement, on l'a vu, parce que justement, le bruit était amplifié par le passage des camions puis des voitures, on n'entend rien. Mais ce n'était pas l'endroit peut-être idéal non plus. Fait que la deuxième place, c'était au terrain choisi. On s'est rendu là. Ensuite, s'est rendu dans le rang Saint-Antoine à 2 endroits. Les seules choses qu'on a vues, c'est encore visuel. On n'a pas entendu le bruit. C'était simplement l'hélicoptère qui se promenait. On a dit, oups, elle est là. Parce que c'était encore amplifié par les camions, et ainsi de suite. Alors, du côté bruit, là, je pense qu'on voulait répondre aux gens qui s'interrogeaient au niveau bruit. C'est absolument moins bruyant qu'à Saint-Urbain présentement, ou à Baie-Saint-Paul. Alors moi, le reste, je pense que ça doit correspondre à tout ce que
puis au règlement qui doit faire face. Et pour le rapporter, moi, je suis contre, parce qu'on a tout reçu les règlements, puis on en a discuté ici souvent en séance ordinaire. Puis, alors voilà. Merci. Moi, je voulais simplement confirmer également. Moi, j'étais aussi, M. Fizette, de ceux qui ont participé à l'expérimentation l'automne dernier. Et je confirme tout à fait ce que dit M. Provencher, c'est-à-dire que on l'a vu, on savait qu'elle était arrivée parce qu'on l'a vu, parce qu'on n'a rien entendu. Alors, il n'y avait aucun bruit. Ça fait que la préoccupation pour le bruit, je ne pense pas que ce soit pertinent dans ce cas-ci. Et moi, je partage l'avis d'Olivier. Je pense qu'il y a eu un délai. On a eu une période de consultation publique. Je pense que si on commence à remettre les règlements parce qu'il y a des modifications, normalement, vous avez pu vous faire entendre. Alors, effectivement, si vous ne l'avez pas fait, je ne pense pas que ce soit de notre responsabilité. Alors, moi, je ne suis pas pour qu'on remette le règlement non plus. Monsieur Provencher, en conclusion. Oui, mais juste pour vous rassurer, Monsieur Fizette, pour faire du IFR commercial, donc du vol aux instruments commerciaux, ça prend un biturbine qui coûte plusieurs millions de dollars. Effectivement. Oubliez ça, Élie Charlevoix ne sera jamais capable de se payer ça. Effectivement. Puis, ça sera toujours du vol de jour selon les plages un peu que je vous ai donné tout à l'heure, là. Puis effectivement, je veux juste revenir sur la notion de bruit. Il reste que j'ai moins de voisins au nouvel emplacement, en tout cas qu'on souhaite avoir, que là-bas. Et même les voisins directs, il y en a en face, il y en a vraiment à proximité, ils ne sont jamais plaints de quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc, ça répond, je pense... D'abord, juste pour compléter, monsieur, concernant les arrêts et les départs, je pense que c'est toujours du côté nord que vous partez. Absolument. Alors, absolument, il n'y a pas de maison, c'est dans des chambres, les chambres sont du côté nord vers la chose. Alors, excusez, c'est dans l'axe que M. Fizette faisait référence? Oui, c'est vraiment dans les champs. Et parce qu'il y a deux éléments. Et d'un, il y a l'élément du bruit, effectivement, sur lequel on est préoccupé, nous-mêmes. Et de deux, c'est la notion de sécurité. On passe au-dessus de la tête de personne, c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire de décoller dans les champs qu'il y a derrière. OK. Merci, M. Provencher. Je vais clore la consultation publique et je vais demander si quelqu'un veut proposer l'adoption du second projet de loi 681 de 2017. je le propose, M. le Président. Je vais seconder. Tu l'avais vu, prends ton temps. Quand le temps de me réveiller. Oh. Là, je suis fermé. Hein? Vous allez m'excuser, je vais me rouvrir. Donc, hélico, c'est fait. On va passer au point D, 17. Consultation publique ayant pour objet portant le règlement R682-2017 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage afin de vérifier... Excusez-moi, je vais aller sortir... les normes applicables sur les carrières sablières sur notre territoire. Donc, comme je m'étais entendu ce matin avec M. Bouchard, je vais demander à M. Bouchard de nous préciser certains points relatifs aux carrières sablières. Oui, en fait, je le résume ainsi. Par ce règlement, on vient limiter l'implantation de nouvelles carrières sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Donc, on vient se limiter à celles déjà autorisées. On sait qu'il y en avait 9 et deux nouvelles tout dernièrement l'ont été. Alors, on trouvait important de venir statuer qu'il n'y en aurait pas d'addition supplémentaire. Et là-dedans, on prévoit aussi venir s'accoler davantage aux exigences de la MRC, dont l'une d'elles vient, en fait, ça vient pour 9 des sites qui étaient déjà connus, puis qui, avant les 2 dernières autorisées, là, on vient prohiber la construction dans les 150 mètres entourant une sablière, pour ce qui concerne la construction de chalets ou de maisons. Et on fait pareil pour les carrières. Pour les carrières, la distance, le périmètre sera de 600 mètres. Alors, c'est l'arrimage qu'on fait avec la réglementation de la MRC qui, elle, respecte aussi la réglementation applicable au niveau provincial. Donc, comme on est en consultation publique, je vais demander aux gens qui ont de l'intérêt, des commentaires, à se faire entendre. Peut-être l'un des éléments association, on se rappellera qu'il y a une particularité par rapport à Saint-Jérôme.
hein, où, Oui. où là, on vient de donner l'autorisation sur un chemin. Alors, il faudra se rappeler qu'on a des ententes à convenir avec les exploitants en question. Effectivement. Mais c'est comme en dehors de ce règlement-là, là, mais je vous laisse aller avec... OK. Donc, comme personne ne veut se faire entendre sur la consultation publique, je vais fermer la consultation et demander un proposeur et un secondeur pour l'adoption du projet R682-2017. Monsieur Simard, secondé Monsieur Goudreau. On va poursuivre. Nomination d'un maire suppléant. On était en plénière ce matin, on a fait nos travaux et on a désigné ce matin Mme Lamy comme prochaine pro-maire pour les 4 prochains mois. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour... Je vais proposer Mme Lamy. M. Goudreau. Si elle accepte, je vais le seconder. M. Simard, vous acceptez? Bienvenue dans le club. C'est un bon 4 mois. Non. On va poursuivre avec Université du troisième âge, location de la salle. Il s'agit ici de louer la salle au coût de 250 $ par session à l'Université du troisième âge. C'est du 13 septembre au 1er novembre 2017 et du 10 janvier 2018 au 28 février 2018 également. Donc, il y a quelques petites modifications que M. Émilien Bouchard va faire en fonction des élections de novembre, s'il y a lieu, pour faire les correctifs avec la personne qui loue. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais l'appuyer, M. le Président. M. Perron. Semaine de la municipalité, c'est pour décréter la semaine des municipalités du 4 au 10 juin. Et en même temps, peut-être qu'on organisera quelques petites activités lors de cette semaine-là. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Je vais le proposer. M. Godreau. Je vais l'appuyer. M. Goudreau. On poursuit notre ordre du jour. Demande de parrainage pour un projet déposé au Fonds de mise en valeur dans les TNO, surtout sur le territoire du lac Picoba. Donc, c'est 2 personnes qui vont produire des dessins et des croquis en 2017 pour une exposition future du 7 juin 2018 au 5 août 2018. Le coût total du projet est de 16 777 $. La Ville y contribue pour un montant de 6 000 $, mais c'est pour un prêt de service. Donc, ce n'est pas de l'argent directement versé dans le projet, c'est juste probablement pour les transports ou des besoins de matériel à laquelle les gens vont avoir besoin. Donc, c'est quand même un beau projet, là. Je pense que ça va faire une belle exposition au Carrefour culturel Paul Médéric. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Je vais proposer. Madame Lamy. Monsieur Simard. On poursuit nos travaux avec PIA au 1339 boulevard Monseigneur de Laval. On va attendre mes petits croquis. Il s'agit ici d'une construction d'un bâtiment pour une distillerie. Malheureusement, celle-ci a été érigée sans permis, mais l'amende a été payée par le propriétaire. Le CCU recommande de refuser pour 2 raisons. Soit il demande de modifier les composantes du bâtiment pour qu'ils soient en harmonie avec les bâtiments avoisinants. Et il demande de repeindre le parement extérieur en cannexelle noire d'une autre couleur plus historique. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Je vais le proposer, M. le maire. Donc, Monsieur Perron, Mme Lamy. Moi, je vais demander le vote là-dessus. Bon, donc, le vote est demandé. Donc, je vais prendre pour ceux qui ont proposé la proposition. Donc, ceux qui sont pour adopter la recommandation des éléments du CCU, ceux qui sont pour l'adopter avec les recommandations du CCU. Ceux qui sont contre. Donc, j'aurais vu qu'on c'est défavorable, est-ce que quelqu'un propose autre chose? OK. Donc, j'ai
Olivier qui propose, tel que proposé par le demandeur. Est-ce que j'ai un secondeur? Moi, je veux juste faire un commentaire. C'est évidemment dommage, bien sûr, que la personne ait fait des travaux sans permis. Ça va de soi, là. Ça, c'est pas acceptable. Maintenant, on sait qu'il y a eu une infraction et on sait que ça a été réglé. Alors, moi, j'appuie la proposition d'Olivier. Je pense que... Bon, c'est sûr que c'est intéressant ce qu'il proposait le CCU, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est absolument pas nécessaire et qui amènerait des déboursés assez importants pour M. Dufour. Alors, c'est pour ça que je vais appuyer la proposition faite par M. Simard. Donc, j'ai un proposeur, M. Simard, secondé M. Godreau. Quelqu'un demande le vote? Oui, je vais demander le vote. Ça va être logique. Donc, Mme Lamy demande le vote. Ceux qui sont en faveur de la recommandation d'Olivier et de Gilbert de permettre l'autorisation sans la recommandation du CCU. Donc, j'ai 3 personnes. Ceux qui sont contre. Donc, c'est adopté à majorité. Oui, M. Olivier se retire pour la prochaine. Je pense qu'il y a sa fille qui est dans la demande. Donc, c'était au PIA 15 montée de Tour-Lagnon. C'est pour l'agrandissement d'un bâtiment principal. C'est pour principalement une piscine creusée intérieure. Le CCU recommande d'accepter la recommandation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. M. Gilbert Godreau. M. Goudreau. On pourrait aller chercher M. Olivier, ça n'a pas été long? Oui, c'était moins long. Ça a été moins long que tantôt. Oui, c'est ça. On poursuit. Je vais attendre M. Simard. On poursuit avec tournoi de golf et délégation saison 2017. Comme vous le savez, on est heureux que le golf puisse s'ouvrir cette année encore une fois. La Ville participe pour 4 tournois annuellement. Donc, c'est le tournoi de la Fondation du Centre hospitalier, le tournoi de la Chambre de commerce, le tournoi pour la cause prévention suicide et le tournoi des optimistes. Donc, je suis le représentant qui m'occupe de monter les équipes pour les tournois. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour accepter que je m'occupe des inscriptions et de finaliser l'ensemble du dossier avec les fonctionnaires. Je vais proposer. Madame Lamy, secondé. Monsieur Goudreau. On ne demandera pas de vote là-dessus. On va poursuivre avec demande d'aide financière, Amélie Larouche, judo, championnat canadien. Donc, nous avons une personne, mademoiselle Amélie Larouche, qui va se rendre au championnat canadien à Calgary en judo. C'est fort impressionnant. Comme on le sait, c'est des personnes qui nous représentent comme municipalité à l'extérieur du pays. En fonction de la réglementation sur nos dons et subventions, on va accorder la subvention maximale de 300 $ pour aller faire ses représentations là-bas. Et on lui souhaite, bien sûr, la meilleure des chances possibles et le meilleur succès. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Je vais le proposer. Monsieur Godreau. Je vais seconder. Madame Lamy. Mais encore une fois, félicitations. Quand on est rendu là, il y a plein d'efforts qui se sont mis en arrière pour se rendre à ce niveau-là. On va poursuivre, si vous le voulez bien, avec correspondance d'avril. Tout le monde a reçu la correspondance. Ce matin, les gens ont posé leurs questions, leurs commentaires par rapport à l'ensemble de la correspondance. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui ont des commentaires par rapport à la correspondance? Ça va. Ça va. Registre des chèques, Monsieur Bouchard. Alors, on y va avec les 25 000 et plus. Dans le fonds d'administration aux entreprises Jacques Dufour pour le contrat de déneigement dans le secteur urbain, on a un déboursé de 87 344 et 95 sous. À Réseau Charlevoix, notre subvention pour les opérations, 114 953 $. On se rappellera qu'il y avait eu la conversion d'un crédit de taxe en forme de subvention, mais qui n'ajoutait rien de plus aux obligations de la Ville. Aux commissions scolaires de Charlevoix, il y a un engagement de la municipalité pour la rénovation de la piscine au centre éducatif qu'on répartissait sur un certain nombre d'années. Le montant est de 38 156 $. Au centre de gestion du complexe PFM, on a reçu un 100 000 $ de contribution des PFM tel que le prévoyait le protocole et c'est ce montant-là qu'on retourne au centre de gestion pour voir l'opération du complexe.
À l'Association Tourisme régional de Charlevoix, en fait, c'est pour notre participation dans le projet de destination Baie-Saint-Paul qui vise à réunir tous les efforts marketing pour faire que Baie-Saint-Paul soit une destination prisée par nos visiteurs. Alors, c'est un paiement, une aide de 35 000 $ qui est consentie à ce niveau-là. Aux entreprises du Lac-du-Four, à nouveau, mais pour le 6e versement, cette fois-là, associé au contrat de déneigement, un déboursé de 88 383 $ et 31 sous. Il y a une petite différence avec l'autre que j'ai nommé tantôt parce qu'il y avait d'autres petites factures à travers ça. Et à la MRC de Charlevoix pour la quote-part, l'une de nos quote-parts, c'est donc la deuxième facturation. Un paiement de 655 087 $ et 50 sous. Alors, ces chèques de 25 000 $ et plus, additionnés à ceux de 25 000 et moins, ont totalisé pour la période un montant de 1 347 428 $ et 59 sous au FDI, soit ça c'est notre fonds d'investissement. Nous avions peu de dépenses mais c'est normal en cette période-ci. On n'avait pas de 25 000 $ et plus, mais un déboursé total de 15 504 $ et 98 sous. C'est un petit mois. Oui. C'est plutôt rare, oui. C'est très, très, très rare. À vrai dire, c'est quasi... Merci, M. Bouchard. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour l'adoption des comptes. Je vais le proposer. M. Godreau, M. Simard. On va poursuivre avec période d'intervention des membres du Conseil. M. Godreau. Simplement quelques mots. Vous savez qu'il y a plusieurs résidents de la région de Montréal, de Gatineau et des municipalités environnantes qui vivent vraiment des moments difficiles. Hein. Il y a des gens là-dedans qui vont perdre une partie, peut-être même la totalité de leurs biens. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que ces dernières heures, la Croix-Rouge canadienne a lancé une levée de fonds, une campagne de levée de fonds pour aider ces gens-là. Et on sait que 100% des sous vont aller directement aux résidents parce que c'est le gouvernement du Québec qui va administrer le fonds, qui va payer les frais d'administration. Alors, je pense que certains l'ont probablement pris dans les médias. Là. Alors, je vous invite à être généreux. Vous savez, ces gens-là, ils vivent vraiment des choses très difficiles et ils en ont probablement encore pour quelques semaines avant de pouvoir réintégrer leur maison et dans quel état elle va être. Alors, soyez généreux. www.croixrouge.ca. Oui. Il y avait un numéro de téléphone aussi. Il y a un numéro de téléphone aussi. Donc, c'est beau pour la question. Même d'autres personnes? Oui, en lien avec ce que M. Gaudreau vient de mentionner, moi, j'aimerais qu'on dépose un avis de motion en soutien à tous les sinistrés. Du déluge, pas de déluge, mais des inondations. Je pense que de près ou de loin, on a tous quelqu'un qu'on connaît, qu'on va pouvoir se connecter avec et dire, de près ou de loin, ça vient nous chercher. Moi, je devrais demander à mes collègues au Conseil qu'on dépose un avis de motion en soutien à tous ces gens-là. Donc, l'avis de motion est déposé par M. Luc Goudreau à l'effet d'être solidaire avec les gens qui ont subi les foudres, des inondations partout au Québec. Exactement. Il y a 146 municipalités ce soir, à ce moment-ci. Donc, c'est beau pour M. Goudreau. D'autres personnes? Oui, s'il vous plaît. Madame Lamé. Alors, je vais revenir un petit peu sur la question du Club Med. C'est la dernière fois que je vous en parle, à moins qu'il se passe des nouvelles choses. C'est parce qu'il s'en est passé, en fait, de nouvelles choses depuis la dernière fois. Ben, enfin, des nouvelles choses. Peut-être pas si extraordinaires que ça, mais tout de même, de nouvelles informations. Alors, d'abord, je vais vous dire que moi, je suis très heureuse du débat public, enfin, des échanges, des questions, des lettres qui ont été publiées, en tout cas, tous ceux qui se sont manifestés pour ou contre, peu importe. C'était un de mes objectifs, c'est-à-dire qu'on pose des questions puis qu'on ait ensemble une discussion et une réflexion sur un sujet qui nous importe. Alors ça, de ce point de vue, ben, je considère que j'ai fait ma part, j'ai jeté mon pavé dans la mare, et puis, voilà, c'est fait. C'est par ailleurs, j'ai entendu dire que, paraît-il, qu'il y a des gens qui auraient fait de la désinformation dans cette discussion-là. Si c'est le cas, je trouve ça fort regrettable si ça a eu lieu. Pour ma part, je n'ai aucun reproche à me faire de ce côté-là.
parce que je reconnais aussi le travail qu'ont pu accomplir les élus, les différents élus à différents paliers de gouvernement qui ont travaillé, qui continuent à travailler pour obtenir ce financement, même si je ne suis pas d'accord avec leur démarche, je reconnais leur travail. Maintenant, et puis je voudrais aussi préciser, parce qu'on entend toutes sortes de choses, puis parfois les gens s'imaginent, bon, parce que quand on prend position, juste au cas où certains en douteraient, je vais vous dire que je ne suis pas contre le tourisme dans Charlevoix, je ne suis pas contre le groupe Massif, et puis je ne suis pas contre non plus le Club Med. Ma position est la suivante, c'est très clair, c'est je ne suis pas d'accord qu'il y ait un soutien financier gouvernemental pour construire un hôtel. C'est ça ma position, strictement celle-là. Je peux avoir des opinions sur le fait qu'il y a un Club Med ou pas, mais ça, c'est pas l'objet, ça n'a pas été l'objet de ma réflexion ni de mes propos. Je dois souligner aussi dans les débats qui ont suivi des choses fort intéressantes. À part les lettres dans les journaux, il y a eu entre autres la position prise par la Chambre de commerce de Charlevoix, avec qui, évidemment, on est, la Chambre de commerce de Charlevoix est d'accord pour qu'il y ait ce soutien financier, et puis elle étaye sa position. Je ne partage pas ce point de vue-là, mais par contre, ils ont quand même fait part de choses, d'éléments très importants. Il y en avait 4, en fait, dont 3 que moi j'ai évoqués dans le texte que j'avais écrit. Alors, sur la main-d'œuvre, alors, ils n'ont pas fait mention de conditions, mais ils ont dit, et là, je cite, ils demandent au groupe Le Massif et au Club Med d'éclaircir la position sur 4 éléments clés ayant un impact direct ici. La main-d'œuvre, la politique d'achat, l'impact sur l'offre et le positionnement. Je ne vous lirai pas tout le détail, mais la main-d'œuvre, vous le savez, on a un problème de main-d'œuvre. Ici, moi, je l'ai évoqué aussi dans mon texte. On a un problème de trouver de la main-d'œuvre. Alors, ils demandent qu'on tienne compte d'un plan de ressources humaines. Je pense que c'est logique. Une politique d'achat local. Ils demandent que le Club Med et le Massif s'engagent à contribuer à l'achat local pour son fonctionnement. Une politique d'achat local définie atténuerait les craintes des entrepreneurs généraux. Bon, entre autres. Et l'impact sur l'offre d'hébergement. Alors, ils se soucient de l'impact que pourrait avoir la création d'un hôtel de 300 chambres. Et ils disent qu'il faudrait aussi prévoir des plans pour atténuer ça. Et le positionnement, ça c'était un élément intéressant auquel je n'avais pas pensé, mais la Chambre souhaite enfin que l'arrivée du Club Med positionne la région de Charlevoix comme un bassin propice à l'apprentissage des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, afin de bonifier l'offre de formation existante. C'est une excellente idée, d'autant que ça irait tout à fait rejoindre notre maison mère, à laquelle on veut confier des charges et des responsabilités de cet ordre-là. Et vous vous souvenez que moi, je préconise que l'aide gouvernementale, s'il doit y en avoir, doit aller plutôt à la maison mère, qui est pour nous, et quand ici, les membres du Conseil, on a pris la décision de faire l'acquisition de ce complexe-là, c'était entre autres choses, et c'était la seule, mais c'était une raison importante, c'était qu'on voulait que ça serve de levier économique, de lieu d'emploi à plus-value, etc., pour la ville de Baie-Saint-Paul. Alors, c'est sûr que quand on propose une activité comme celle-là, ça vient apporter de l'eau à ce moulin-là. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? Il y a eu, à la fin d'avril, un article dans Le Devoir d'Isabelle Porter qui nous a appris que la directrice des opérations, je ne suis pas sûre, en tout cas, c'est la directrice des opérations à Montréal, du Club Med, qui a dit, nous, on ne mettra pas d'argent là-dedans, dans l'hôtel, on apporte notre bannière. Je vous cite l'article, et si vous le voulez, je vous le montrerai, j'invente pas ça. Le programme, et on a appris aussi dans le même article de Mme Porter, je continue à la citer, que Québec, le gouvernement du Québec avait bonifié un programme spécialement
pour le tourisme, mais avait augmenté et qui serait orienté vers le secteur international, peut-être dans le but justement de fournir de l'argent pour cette transaction-là, pour la construction d'un hôtel. Bon, on sait déjà qu'Investissement Québec est dans le dossier, on ne sait pas à quelle hauteur ils vont contribuer, on ne connaît pas non plus les conditions. Quant au fédéral, on n'a pas entendu parler non plus. Donc, les nouvelles de ce côté-là ne sont pas très fraîches, mais ni nouvelles, en tout cas à notre niveau, ça n'a pas transpiré encore. Il y a 3 ans, ça c'est un rappel, c'est rien de nouveau, mais il y a 3 ans, vous pourrez vérifier aussi les sources, le président Giscard d'Estaing, qui est toujours président du Club Med, avait déclaré lors de l'échec des négociations à cette époque-là, parce que c'est la 2e négociation qui se fait pour ce projet de Club Med, avait déclaré, alors c'est le président du Club Med là, qui parle, il avait dit qu'il ne voulait pas, à ce moment-là, il y a 3 ans, on ne veut pas assumer de déficit d'opération. Alors, comprenez ce que ça veut dire. Deuxièmement, il avait dit aussi que le lien routier entre Québec et Charlevoix était insuffisant. Toujours le président du Club Med qui parle. Troisième chose qu'il avait dite aussi, les pentes du groupe Le Massif, les pentes de ski, il y a 3 ans, les pentes sont trop étroites selon les critères européens. Je ne sais pas si on fait des travaux sur la montagne, mais c'était les propos de M. Giscard d'Estaing. Au-delà de tout ça, qui est bien précis, qui est lié à un financement public d'un hôtel, moi, je pense, en tout cas, j'ai réfléchi depuis que le temps a passé, et je pense que ça nous amène aussi à une réflexion d'aller plus loin que l'histoire du Club Med comme tel, ou de son installation, ou pas son installation, ici. Ça illustre ce qui est en train déjà de se passer dans la région, à savoir qu'on vit ici un phénomène qu'on appelle de villégiature concentrée. Alors, villégiature concentrée, c'est ce que vous avez de façon très flagrante actuellement à Petite-Rivière avec les différents projets immobiliers où des villégiateurs, donc des résidences pour le tourisme, des non-résidents, en fait, qui sont propriétaires des lots, installent toute une série de maisons et concentrent la villégiature. Ça a des effets sur le tissu social, ça a toutes sortes d'effets. On peut le voir déjà, je vous donne juste brièvement quelques chiffres pour étayer ça, qui ne viennent pas de moi, qui viennent de quelqu'un qui a fait une thèse sur le sujet, qui parle de la marchandisation dans Charlevoix. Alors, par exemple, dans les chiffres de 2009, 2009, c'est vieux, vous me direz, mais on peut penser que la tendance a continué. À Baie-Saint-Paul, on a 778 résidents, c'est-à-dire 778 non-résidents sur 3711 résidents propriétaires, pour un total de 21 %, les chiffres de 2009. Donc, 21 % de non-résidents. À Petite-Rivière, vous allez voir la villégiature concentrée, ça paraît là. Alors là, on a 397 non-résidents sur 622 résidents. Donc, 63,8 % de non-résidents. Et aux éboulements, on a, je vous fais grâce des autres chiffres, là, mais aux éboulements, on a 53,6 % de non-résidents. Et on découvre aussi dans la même étude que les lots non construits, là on parle de Petite-Rivière, appartiennent davantage à des non-résidents, c'est-à-dire 1254 non-résidents sur 139 résidents. Il y a plein d'autres chiffres, mais je vous en fais grâce. Que ça illustre ça? Ça illustre le phénomène, justement, de la villégiature concentrée et où on se spécialise davantage dans les résidences de tourisme et où les lots sont accaparés aussi par des gens qui ne sont pas résidents du lieu. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, et si on va plus loin, puis si la tendance se concrétise un peu partout, ça veut dire qu'on est en train de passer davantage à une population de non-résidents que de résidents. Ça veut dire que les enjeux sociaux, les enjeux de participation à la vie citoyenne se posent de façon encore plus aiguë. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que Charlevoix, moi je vous pose des questions quand je dis qu'on doit réfléchir, est-ce qu'on veut continuer à être les spectateurs d'un développement
qui est fait par d'autres. Est-ce qu'on veut continuer, est-ce qu'on veut privilégier, devrais-je dire, davantage pour ce qui est de l'immobilier, la valeur d'échange plutôt que la valeur d'usage? La valeur d'usage, c'est les résidents. La valeur d'échange, c'est des gens qui ont des maisons pour les revendre et faire des profits. Avec les conséquences qu'il peut y avoir sur la spéculation. Alors, ce n'est pas nouveau, le tourisme en Charlevoix, c'est historique et c'est important. La question maintenant, c'est de savoir comment on veut, nous, que ça se passe. Et que la question est de savoir comment on veut que notre paysage soit exploité. Pourquoi les gens dépensent-ils autant d'argent pour venir ici? C'est parce qu'ils trouvent ça beau, parce que c'est intéressant et parce que, ben, il y a de l'argent à faire. Mais si vous regardez aussi, il y a l'autre côté de la médaille. L'autre côté de la médaille, c'est que chaque installation, puis un bel exemple, ici à Baie-Saint-Paul, on a Caporet, hein, d'une montagne qui a été grugée comme un gruyère et qui n'a plus rien d'intéressant du point de vue paysage. C'est intéressant quand on est dans les maisons pour regarder le fleuve. Mais pour le respect des paysages, ça n'a rien à voir. Alors, ce phénomène-là de villégiature concentrée et de valeur d'échange plutôt que valeur d'usage nous amène donc à ce genre de développement-là. Et la question, c'est à nous, tous les citoyens, d'y répondre, de dire est-ce que c'est ça qu'on veut pour le pays dans lequel on vit? Puis est-ce qu'on veut continuer à être spectateur de notre développement économique fait par d'autres, dont on hérite des miettes? Ou est-ce qu'on veut aussi continuer à, petite population que nous sommes, vieillissante, pauvre de nous, à devenir, être avalée tranquillement comme une mégalopole de Québec, dans la mégalopole de Québec? Pas de suite, ça, c'est pas demain matin. Mais les choses se font aujourd'hui pour demain. Moi, en tout cas, je vous propose, c'est pas une question de faire la morale à qui que ce soit, c'est simplement de poser des questions, d'y réfléchir et de voir quel genre de développement on veut pour le pays dans lequel nous sommes et comment on veut qu'il se fasse. Alors, chacun est libre de répondre à ça comme il le souhaite. Bon, dernière chose, je voulais vous parler du vote qu'on a fait la semaine dernière sur le 10 000 $ qu'on a attribué au terrain de golf. Je ne remets pas en question le vote. Il est fait. Moi, j'ai voté contre. J'ai expliqué mes raisons. Cependant, j'ai entendu beaucoup de commentaires puis des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Alors, on sait très bien que le promoteur, le financier principal, M. Cook, est un financier qui s'intéresse d'abord à l'immobilier, parce que c'est ça son rayon d'action. Et il est venu, un peu par accident, être financier aussi du club de golf. Et que là, lui, a déclaré que ça ne l'intéressait plus. Et il a décidé que pour cette année, parce qu'il veut vendre le golf, et donc pour assurer la valeur de sa propriété, puis je le comprends, il faut qu'il l'entretienne, puis il faut qu'il l'opère. Marquez bien, je ne suis pas contre le golf, là, j'ai voté tantôt, puis je joue au golf. Ça n'a rien à voir. Et on a donc, alors donc c'est M. Cook, sa position, c'est ça, c'est qu'il veut le revendre, puis il a décidé que, justement, pour ne pas perdre la valeur à son terrain, bien, qu'il allait s'en occuper cette année, puis qu'il allait le laisser ouvert. Bon, bien d'accord avec ça. Maintenant, on trouve dans la résolution que nous avons votée la dernière fois, un considérant qui dit que, considérant que la compagnie XYZ, gestionnaire du terrain de golf, demande à la ville de Baie-Saint-Paul de lui octroyer une aide financière afin de faciliter la poursuite des activités pour la saison de golf 2017. Moi, ma question, c'est, et là, je m'adresse peut-être de précisément à M. Duchesne, parce que je sais qu'il a suivi le dossier de très près. Est-ce que pour M. Cook, c'était une condition sine qua non d'opérer le club de golf en 2017 que d'avoir un 10 000 $ de la ville de Baie-Saint-Paul?
je dis bien une condition sine qua non, c'est-à-dire une exigence auquel ça veut dire, si je n'ai pas ça, je ne l'opère pas puis je le ferme. Moi, je n'ai pas vu de document à cet effet. Donc, vous voulez que... Je pose la question. Bon, je vais vous répondre à votre première sur le golf. Lorsqu'on l'a rencontré, ce n'était pas une condition sine qua non. C'était tout simplement une aide comme partenaire du milieu pour faire en sorte de poursuivre l'année 2017. Et ce n'était pas... si vous ne me le donnez pas, je n'ouvrirai pas. Mais selon moi, le temps va nous donner raison. Et peut-être que M. Cook lui-même poursuivra dans les autres années en fonction de ce qu'il va connaître comme coût d'opération réel pour cette année 2017. C'est ça que ça va lui permettre de savoir. Moi, je pense que, puis M. Bouchard peut en être aussi témoin, là. Jamais il a été question de, si vous ne me le donnez pas, moi, je fais rien, jamais, au grand jamais. C'est tout ce que je voulais savoir. D'autres commentaires, M. Perron? J'aimerais juste rappeler puis inviter les gens, que ce soit pour connaître les différents services qu'offre la municipalité, que ce soit aussi pour se familiariser avec nos politiques, que ce soit le développement durable, l'agenda 21, que ce soit pour procéder à une demande de permis, que ce soit aussi pour connaître la réglementation, que ce soit pour consulter les avis publics, se connaître les calendriers et la programmation. Tout ça au même endroit, c'est baie-saint-paul.com. On a un super de beau site Internet. Consultez-le. Outillez-vous-en. Il y a une panoplie d'informations qui sont très, très pertinentes qui peuvent vous aider. Fait que n'hésitez pas, baie-saint-paul.com. D'autres personnes? Donc, moi, je vais poursuivre, particulièrement sur le Club Med. Je partage votre lecture et votre analyse, mais vous savez très bien que je ne la partage pas parce que moi, je suis pour le Club Med et pour des fois où il y a de l'argent qui est investi dans notre cours, qu'elle provienne du gouvernement provincial, fédéral, de la Caisse de dépôt ou placement, ou whatever. Je suis pour le développement économique chez nous, puis d'autant plus que ça va apporter de l'emploi nouvel. Oui, toutes les régions du Québec ne demanderaient pas moins que d'obtenir une telle offre du gouvernement, et moi, je nous la souhaite. Je nous la souhaite. Pour terminer, M. Bouchard, aujourd'hui, on a reçu un avis de bouillir encore pour 2 prochains jours. Soyez assurés que l'ensemble des travailleurs, des directeurs mettent la main à la pâte pour éviter que ça soit récurrent. On fait du rinçage de réseau, etc. Et aussitôt que possible, on vous avisera sur la mise en route là, du réseau sans avoir avis de bouillir, bien sûr. Donc, à noter que le secteur genévrier n'est pas en cause dans ça. Et il faut dire qu'on est à circonscrire davantage il y a un secteur qui est plus en cause, c'est le secteur Saint-Laurent. Hein? L'avis de bouillir est sur l'ensemble de la ville et on est à discuter aussi avec le ministère de l'Environnement par rapport à ça pour peut-être en arriver à réduire la zone visée. Alors, normalement, on s'attendrait que demain, on ait des bonnes nouvelles là, mais voilà qu'il faut se comporter quand même avec les avis qui ont été donnés. Mais on essaie de travailler puisqu'on est pas mal à localiser la problématique et donc on va pouvoir agir dessus. Mais voilà qu'on aura probablement des nouvelles communications demain. Là. Merci beaucoup, M. Bouchard. Donc, on serait rendu à question du public. M. Fizette. Oui, bonjour. C'est encore fonctionnel? Oui. Je vais vous parler d'un terrain situé sur le chemin de la Pointe, plus précisément vis-à-vis le 158 de la Pointe. C'est une propriété de M. Jean-Guy Tremblay. C'est un espacement vacant de 1402 mètres carrés. C'est un terrain qui fait l'assiette d'un ramassis de rebuts de toutes sortes. On trouve des meubles, des papiers, on trouve... ça passe des meubles jusqu'aux préservatifs. Alors, puis des excréments, puis des rebuts de lunch, etc. Monsieur Tremblay permet l'accès à son terrain en faveur de la propriété du 158, sur lequel il y a d'ailleurs une servitude de passage, pour fin de stationnement. C'est moi qui le déneige l'hiver et
Au moins à deux reprises cet hiver, j'ai brisé mon souffleur en raison du fait que j'ai accroché des choses qui avaient été enneigées à mon insu. Le Conseil accepterait-il de donner suite à ma proposition, savoir que la municipalité sensibilise la population sur le fait qu'il s'agit d'un terrain privé et surtout pas d'un dépotoir, qu'il rappelle à la population qu'elle dispose de facilités pour la cueillette des encombrants monstres, notamment 2 écocentres et des périodes de cueillette à domicile en période déterminée. Il rappelle à la population que préserver un environnement sain constitue une valeur ajoutée au profit de nous tous. Adresse un communiqué à la population afin de rappeler l'importance d'une éco-responsabilité partagée où chacun joue et maîtrise sa décision et son action raisonnée. Remémore à la population l'article 6A du chapitre 2 de la section 1 de la Loi sur le développement durable du Québec, intitulé « Pollueur-payeur », qui se lit comme suit. Les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent autrement l'environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes de la qualité de l'environnement et de la lutte contre celle-ci. Conçoivent un avertissement général à l'effet que les élus, comme les effectifs de la ville, ne peuvent être tenus comme les seuls responsables de tout ce qui ne fonctionne pas. Installe sur le terrain concerné un panneau d'avertissement d'une amende pour le non-respect des lieux et pour des fins de réparation en se basant sur le principe pollueur-payeur, puisque la protection de l'environnement est partie intégrante des processus de développement durable, et profite de cette occasion pour rappeler que les crottes de chiens dans la rue et sur les trottoirs et sur les terrains d'autrui doivent être ramassés et qu'il est inapproprié de jeter à bout de bras les sacs d'excréments sous peine de représailles. Est-ce que je peux compter sur le... Donc, je vous félicite pour votre intérêt pour le secteur du chemin de la Pointe. Je vous rappellerai qu'on avait eu, il y a quelques années, les mêmes problématiques au niveau du parc du Gouffre. Et c'est grâce à l'ensemble de nos citoyens, nos citoyennes, qu'on a réussi à mettre fin à ce que vous dites que les gens vont déposer à peu près n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Aujourd'hui, avec les médias qu'on a, avec les moyens techniques qu'on a, on peut, parce qu'on ne peut pas avoir des yeux partout, M. Fizette, vous en conviendrez. Ouais, au moment où on voit quelque chose, on peut intervenir, on peut appeler, et nous sommes là pour aller donner un petit coup de pouce, là, puis d'intervenir auprès des personnes concernées. Là, je vais vérifier par contre auprès de M. Bouchard s'il y a une pancarte à amende, on peut la disposer au cas où quelqu'un met des déchets si on n'est pas chez nous. Bien là, vous venez de le dire, là. Vous venez de le dire. Je crois que il ne s'agit pas d'un terrain public, là. Alors, effectivement, comme propose M. Fizette, qu'on ait des actions de sensibilisation, information, ça va bien, là. Mais, vous savez, là, il y a une question de gestion de la propriété privée, là, aussi, là. Hein? Comme vous le dites, il y a le comportement du citoyen. Alors, une pancarte. Monsieur Bouchard, il faut une pancarte. Ça se met, mais mettons qu'il faut voir ça là. Oui, je comprends le sens de votre intervention, M. Bouchard, mais je tiens à vous faire remarquer qu'à chaque fois que je prends des vidanges qui sont là pour aller porter à l'éco-centre, je dois payer pour pouvoir en disposer. Alors, non pas seulement qu'on a la souffrance de briser nos infrastructures de déneigement et autres, il faut payer pour pouvoir se débarrasser de ce que quelqu'un vient déposer là où il n'y a pas d'affaire à le faire. Alors, c'est pourquoi j'intervenais dans ce sens-là. Oui. Et je comprends aussi qu'une pancarte, quand il n'y a pas de surveillance, mais ça, je pourrais fournir les yeux. Il y a des moyens technologiques, comme vous dites, là, qui permettent d'espionner les espacements. OK? Oui. Alors, on pourrait d'ailleurs... Je soumets la question... Monsieur Fizette, on pourrait aussi demander à M. Tremblay de sécuriser un peu mieux son terrain parce qu'il n'y a aucune clôture dans ce secteur-là. Puis le stationnement est accessible en tout temps, en toute heure, à tout moment. Hein? Oui, absolument. Maintenant, chose certaine, c'est que je ne crois pas qu'une clôture serait la bienvenue par la Ville à ce niveau-là, d'abord, parce que c'est vraiment la façade au chemin, là. Okay? Oui, je sais. Alors, c'est pas évident, ça, ce bout-là. Là. Mais il demeure pas moins qu'il faudrait que la population soit sensibilisée à ça. Ça n'a toujours pas de bon sens. Qu'on doive
subir ces choses-là. On a une belle tribune à la télévision. On espère que l'ensemble des citoyennes et des citoyens vous ont entendu et qu'ils auront peut-être soit plus sensibles au respect de l'environnement dans ce secteur. Mais je crois que ça prend un peu plus. En tout cas, il faudrait envoyer peut-être un communiqué pour rappeler qu'il y a des choses qui existent. Un autre point concernant le réseau d'aqueduc. On va faire un rappel à l'informateur de toute l'importance qu'on a tous ensemble à s'assurer de bien tenir nos lieux propres. Puis je pense qu'on fera certains rappels. Donc, un message va être mis au niveau de l'informateur. Bon, ben, merci, monsieur. Le réseau d'aqueduc qui dessert les résidences du chemin de la Pointe termine sa course au ruisseau Véro, plus précisément la chute des Goudronniers. Alors, faisant en sorte que les 3 dernières maisons desservies se retrouvent souvent avec une qualité d'eau amoindrie, diminuée en raison du bout de ligne de la desserte en eau potable. L'eau circule moins qu'ailleurs, perd souvent de sa qualité, et surtout de son bon goût. Il y a des tests qui ont été pratiqués qui concluent que l'eau demeure potable, mais il ne demeure pas moins que ce n'est pas parce que l'eau est potable qu'elle n'affiche pas un goût désagréable. Alors, en raison de sa circulation qui est évidemment très réduite, due à faible quantité de consommation d'eau en ce bout de ligne. Les 3 dernières maisons... Vous intervenez pour Mme France Tremblay, M. Jean-Marc Tremblay. M. Jean-Marc Tremblay et Mme Carole... Chénard. Non. Non. En tout cas, peu importe. Ouais, mais a-t-on déjà eu, M. Bouchard, Carrier, Mme Carole Carrier. Carrier, oui. Moi, j'invite, quand c'est des cas particuliers comme ça, de nous en faire référence, parce que vous comprenez qu'on va faire les vérifications nécessaires, puis on va chercher à améliorer la situation. C'était un peu ma question, M. Bouchard, si vous aviez eu des demandes des personnes concernées à aller vérifier sur les lieux. Moi, ça mérite, là, ce que j'entends, ça va mériter que je vérifie, puis qu'on essaie de voir si on est en cause. Puis si on peut donc, votre demande est prise en considération, M. Fizette. On peut évidemment saigner facilement ce point-là. Et j'en profite au pire, si on ne veut pas dépenser l'action de saigner le bout de réseau, on pourrait toujours leur permettre à eux d'arroser leur terrain. J'invite ou je rappelle aux gens qu'on a notre système de requête et plainte qui est possible d'utiliser par Internet ou tout simplement en appelant ici, de faire état de la situation qui se vit ou de la difficulté ou de la demande qu'on veut formuler à la Ville. Et on va prendre charge de ça à travers nos filières, là, et on va adresser la demande aux personnes concernées pour vérifier l'amélioration des choses. Merci beaucoup. Est-ce que pour la question des rebuts, des contenants de vidange qui sont bousculés par les déneigeurs en plein hiver, où on trouve, où nos vidanges perdent la vidange, OK? Alors, est-ce que aussi ça doit faire l'objet d'une plainte adressée par le même processus? Habituellement, oui. C'est la meilleure façon. Vous comprenez que c'est la meilleure façon pour nous d'être en continu, dans une relation continue avec le citoyen. Alors, quand les gens nous en parlent, on peut agir. Mais là, je vous rappellerai, M. Fizette, qu'on est en période de questions, donc on pose des questions très précises. Vous avez eu pour le moment des réponses à vos 2 questions principales? Pas tout à fait. La dernière question, je n'ai pas eu tout à fait la réponse parce que les plaintes ont déjà été formulées au niveau des bacs à vidange qui étaient déchiquetés, et qu'il n'y a pas eu de suivi. Donc, vous parlez des bacs qu'on dispose au bord du chemin, là? Oui, les bacs. On a suggéré, M. Fizette, à la dernière rencontre, compte tenu que les bras mécaniques de celui qui ramasse, entreprise Godreau, avait une dimension d'à peu près 12 pieds lors d'hiver en tempête, de les disposer plus loin dans leurs entrées, ce qui fait en sorte que le camionneur qui passe avec la charrue ne le renverse tout simplement pas. C'est la seule mesure qu'on peut prendre, sauf que au moment où on le remet et qu'on le remet en bordure de rue, il est facilement renversable par nos charrues et malheureusement, nos camionneurs, nos responsables ne peuvent pas arrêter à toutes les maisons, aller reculer et repartir. Ça, c'est tout à fait. Oui, ça serait ridicule de demander ça. Mais chose certaine, c'est que M. Chêne, c'est que
tous les contenants ne peuvent pas être aussi reculés là, du chemin, en raison du fait qu'il y a des accidents géographiques qui font que... J'en conviens, c'est étroit. Ben, c'est ça, c'est très étroit. Alors, c'est pourquoi je me disais, parce que moi, j'ai vu passer la charrue à pleine vitesse. Tu sais, à un moment donné, le jour où il y a des vidanges au bord du chemin, il me semble que les entrepreneurs doivent avoir... J'en ai terminé là-dessus, alors je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fizette. Autre personne? Donc, je vais clore l'Assemblée. Un proposeur, Mme Lamy, secondé M. Gaudreau. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Suivez nos activités à travers les médias sociaux, les journaux. Et bonsoir à tous et à toutes.